Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Pas toujours le cas. Maître Koraitem, Maître Tarek Koraitem, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Versailles. On vous avait reçu, vous aviez déjà ferraillé, et c'est vos combats d'ailleurs d'avocat, etc., contre le pass sanitaire. Vous aviez obtenu effectivement la suppression du pass sanitaire dans certains centres commerciaux des Yvelines. Et puis là quand même, ça va, c'est encore un autre domaine qui intéresse énormément de gens, notamment les 15 à 20 000 soignants qui ont été suspendus. On en a suffisamment parlé partout parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Quand je dis suspendus, je le rappelle, donc pas licenciés, donc sans indemnité, sans quoi que ce soit. Et vous, Maître Tarek Koraitem, alors racontez-nous, vous avez obtenu devant le Conseil d'État 2 décisions d'annulation de la suspension de 2 infirmières qui n'étaient pas vaccinées. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, c'est surtout un long combat parce qu'en fait, tout de suite après la question du pass sanitaire dans les centres commerciaux, du recul du gouvernement sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux, oui. Nous est arrivée la question des infirmières, des personnels soignants qui étaient suspendus pour un refus de vaccination contre le Covid-19. Et ça a été le nouveau combat à mener contre la politique sanitaire mise en place par le gouvernement. Oui. Et ce qui s'est passé initialement, c'est que finalement, les hôpitaux, les cliniques ont fait un zèle considérable et ont suspendu tout le monde. Vous n'aviez pas de vaccin, que vous soyez en congé, que vous soyez malade, que vous soyez en train de vous soigner du cancer ou autre, peu importe. On vous sort de là, on vous suspend. Et immédiatement, ça a été immédiatement, rapide, immédiat, ça. Brutal, rapide, immédiat. Ouais. Immédiat, on a à peine cherché à comprendre la situation des uns et des autres et on a mis ces personnes-là qui parfois ont travaillé pendant 20 ans, 30 ans dans des hôpitaux qui n'ont fait que ça, qui sont des soignants dévoués corps et âme à leur métier, eh bien on les a mis sur le banc de touche sans traitement, sans salaire, et on leur a dit au revoir. Des gens que vous et moi, que l'ensemble des citoyens ont applaudi. Oui. À l'époque, au début de la pandémie, quand on les envoyait avec des sacs poubelles en guise de blouse et une absence de masque et même pas de gel pour combattre la pandémie, ben ces gens-là ont été chassés comme des malpropres, comme des pestiférés des hôpitaux et des cliniques. Voilà. Alors justement, ça c'était le 15 septembre dernier, si mes souvenirs sont bons. Et alors, vous vous êtes battu dès ce moment-là, vous avez épousé cette cause dès ce moment-là, en tant qu'avocat, Tarek Koraitem? Effectivement, écoutez, on est venu me saisir immédiatement des gens dans une détresse, des personnels soignants dans une détresse qu'on ne peut pas imaginer, parce que perdre son emploi du jour au lendemain, sans explication particulière, si ce n'est de vous dire faites-vous vacciner et puis tout ira mieux, ces gens-là se sont trouvés dans des situations très difficiles. Certains, pour des raisons de conscience que l'on peut comprendre, ont refusé de se faire vacciner. Bon, c'est leur choix, c'est le choix de tout un chacun, et c'est le principe d'une démocratie. Il a fallu effectivement qu'on s'occupe des cas de nombreux personnels soignants, des centaines et des centaines. Au début, nous avons essuyé de lourdes défaites auprès des tribunaux administratifs. Et finalement, la jurisprudence s'est stabilisée sur le fait que lorsque quelqu'un est en congé, lorsqu'un personnel soignant est en congé ou en arrêt maladie, eh bien, il n'a pas à être suspendu et il doit poursuivre. L'État doit continuer à lui verser ses traitements et salaires. Voilà. Alors, on va en continuer à en parler parce que, justement, pour aboutir à la décision du Conseil d'État, on en parle après une toute petite pause. À tout de suite. Et vos appels au 0826 300 300, il vous reste à peu près une demi-heure pour nous appeler. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Maître Tarek Koraitem, avocat au barreau de Versailles. Alors, dites-moi, vous êtes occupé notamment de Julie, qui est agent de service hospitalier en Seine-et-Marne, et John, infirmier dans les Hautes-Pyrénées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Julie et John par rapport à une jurisprudence du Conseil d'État, Maître Koraitem? C'est très simple, c'est que tout simplement, ces 2 personnes
n'avaient pas de vaccination contre le Covid-19. Ils l'ont fait savoir à leur administration. Oui. Ils ont fait un choix personnel, encore une fois, et la question n'est même pas de rentrer dans les détails, c'est un choix personnel, et leur administration les a purement et simplement suspendus. Alors, la difficulté, par exemple, pour le cas de Julie, c'est qu'elle était effectivement en congé maladie, et que en congé maladie, eh bien, comme son nom l'indique, on est malade. Donc, les questions de vaccination, on les voit généralement après. Et puis surtout, on a besoin quand même que son administration, pour qui on se dévoue corps et âme, continue à nous verser notre traitement pour pouvoir survivre dans des situations compliquées. Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été donc purement et simplement suspendue pendant de longs mois. Donc, sans indemnité, sans mensualité, sans rien. Absolument rien. Absolument rien. Nous avions essuyé initialement parce que, au début, forcément, les tribunaux administratifs étaient frileux à prendre une décision qui pourrait être contraire éventuellement à la jurisprudence du Conseil d'État. Et le tribunal administratif de Melun, à l'époque, pour ne pas le citer, avait rejeté notre référé liberté. Et finalement, le Conseil d'État a sifflé la fin de la partie et a considéré qu'elle ne pouvait pas être suspendue sans traitement pendant ce congé maladie. Et cette situation s'applique à tous les personnels soignants qui sont dans cette situation-là. Ah, d'accord. Dans la situation de congé maladie, c'est ça? Exactement, congé maladie, voilà. D'accord. Et ce qui est un peu regrettable dans cette situation, c'est que alors qu'il était possible d'informer la plupart des soignants de leurs droits, eh bien, je n'ai pas eu, comment dirais-je, la tribune pour pouvoir, en quelque sorte, pouvoir expliquer à tous ces gens-là ce qu'il était possible de faire. Pourquoi vous ne l'avez pas eu, cette tribune? Tout simplement, écoutez, personne n'est venu me demander comment est-ce qu'il fallait faire pour éviter des situations catastrophiques c'est-à-dire de suspension et d'absence de traitement. J'ai vu qu'on avait fait monter pas mal de mes confrères qui n'ont pas forcément obtenu gain de cause dans ce type de contentieux, alors que, en ce qui me concerne, mon cabinet et moi-même avons été à la pointe du combat en cette matière. Alors, Maître Coraitem, juste un mot. C'est la même chose pour Jom, l'infirmier dans les Hautes-Pyrénées. Il était aussi en congé maladie. C'est le même cas que Julie, c'est ça? C'est le même cas que Julie, effectivement. C'est exactement le même cas. D'accord. Alors, une question d'abord. Je vais vous faire écouter quand même un dialogue, et j'aimerais avoir votre réaction, qui n'est pas piqué des hannetons, vous allez voir. C'était dans l'émission de Morandini, de Jean-Yves Morandini. Il y avait un député LREM, donc Renaissance, à qui on posait la question, effectivement, de la réintégration. Vous savez, on en parle. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour pour le moment. La réintégration des soignants suspendus n'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais écoutez cet échange dans l'émission de Morandini sur CNews. Puisqu'on manque de personnel, pourquoi on ne réintègre pas les soignants? Moi, je pense qu'il faudra à terme les réintégrer. C'est quand à terme? Vous savez qui sont les plus hostiles à la réintégration? C'est leurs collègues. C'est la faute des infirmiers. C'est la faute des soignants. Mais les soignants sont très critiques sur leurs collègues qui ne se sont pas voulu se faire vacciner. Il faudra les réintégrer, mais il faudra les réintégrer dans des bonnes conditions. Alors voilà, il a répondu, oui. Non mais vous savez, le vrai problème, c'est les soignants qui sont à l'hôpital, qui sont vaccinés, qui n'ont pas du tout envie, dit ce député, que leurs collègues reviennent s'ils ne sont pas vaccinés. C'est intéressant, non? Ça me laisse sans voix. Je vous le dis franchement, ça me laisse sans voix parce que quand on sait qu'il y a en France actuellement près de 120 services d'urgence qui sont partiellement ou totalement fermés, que Monsieur Hirsch, le directeur général de la PHP, a annoncé que 15 à 20% des lits étaient fermés faute de personnel. J'ai envie de demander à ce député sur quelle planète il vit. Parce que, voyez-vous, il y a un principe fondamental dans notre société qui est le droit à la vie. C'est un principe reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce droit à la vie sous-tend que l'État puisse prévoir des soins pour l'ensemble de ses citoyens. Et je suis extrêmement surpris qu'on vienne vous dire aujourd'hui, avec beaucoup de morgue et beaucoup de cynisme, que finalement
ce sont les collègues surchargés des soignants suspendus qui, en fait, auraient envie d'avoir plus de travail, auraient envie d'être sur les rotules et d'avoir plus de travail. On marche sur la tête. Ouais. Alors justement, oui, c'est intéressant, hein, enfin voilà, ces opinions et ces échanges. Mais Maître Koraitem, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà, alors où ça en est? Là, vous avez obtenu effectivement cette victoire, enfin, vous avez obtenu ce résultat qui est loin d'être négligeable. Mais est-ce que vous pensez que ça pourra aller plus loin et au-delà de la situation d'être en congé maladie ou en arrêt maladie? Est-ce que il y a d'autres victoires à avoir parce qu'ils sont quand même 15 à 20 000 soignants dans cet état? Est-ce que le combat va continuer pour essayer d'avoir justement de réintégrer, ou en tout cas d'essayer d'intégrer beaucoup plus de soignants que ça l'est actuellement? Alors, le combat va se poursuivre plus que jamais. Et d'ailleurs, on est dans une situation un peu schizophrénique, si je puis dire, parce que d'un côté, on a des déclarations de l'exécutif qui nous dit hors de question de réintégrer le personnel suspendu. Et parallèlement, vous avez quand même des juridictions administratives qui prononcent des annulations de décisions de suspension. Alors, certes, en congé maladie, on est d'accord, mais c'est à n'y plus rien comprendre. En tout état de cause, le combat va se poursuivre. Il se poursuit également et surtout devant les juridictions de droit privé, c'est-à-dire pour les salariés, parce que là, on parle des agents publics, des fonctionnaires, et on peut parler également des salariés. Il y a eu 2 décisions de conseil de prud'homme qui ont été très marquantes, qui ont été rendues par les conseils de prud'homme d'Alençon et de Colmar, qui ont annulé purement et simplement des décisions de suspension d'infirmières dans des cliniques, au motif que et ces personnes-là n'avaient pas d'arrêt maladie, hein, je le précise, elles n'étaient pas en arrêt maladie. Au motif que c'était une violation du secret médical, parce qu'on leur demandait leur statut vaccinal, au motif qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire déguisée et d'une incitation, on va dire, assez sévère à la vaccination, et surtout que ces organismes ne prévoyaient pas de reclassement. C'est-à-dire qu'on vous met à la porte, de facto, sans vous proposer autre chose, un autre poste, si effectivement vous posez problème. Et ça, c'est dans le privé, ça c'est dans le privé. Ça, c'est dans le privé, tout à fait. C'est-à-dire, mais dites-moi, est-ce que c'est allé juste un point qui m'avait paru hallucinant? C'est quand, vous savez, on a dit, après le 15 septembre, voilà, vous êtes suspendu, etc. Est-ce que ça allait jusqu'à dire, vous n'aurez pas le droit de postuler à un autre, n'importe où, à un autre travail, ou notre job, enfin, le job que vous avez, parce que vous êtes suspendu? C'est vrai, ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et quand vous êtes dévoué à l'État, en quelque sorte, soit vous restez à disposition de l'État, soit vous ne pouvez pas retrouver d'autres emplois, ou sinon vous perdez votre statut. Alors, ça a poussé, et c'est ça qui est terrible, d'excellents membres personnels soignants qui ont une expérience qu'on ne pourra jamais récupérer. Ces personnels soignants ont dû changer, pour certains ont dû arrêter leur travail. Changer de métier, carrément. Changer de métier, exactement. Et c'est terrible, parce que cette expérience qu'ils ont, leur proximité vis-à-vis des malades, quel que soit leur domaine de spécialité, ces gens-là ont dû clairement changer de métier. Pour certains, aller travailler dans des centres commerciaux, aller travailler dans des boulangeries ou que sais-je, n'importe quel autre métier qui n'a rien à voir avec le domaine médical. Intéressant. Restez avec nous. Nous sommes avec Maître Koraitem, Tarek Koraitem, et c'est à vous maintenant, les auditeurs de Sud Radio. Et avec tous les sujets que nous avons abordés dans cette émission, vous avez de quoi nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Maître Koraitem qui, je le rappelle, a obtenu l'annulation de la suspension de 2 soignants, et puis nos auditeurs qui nous appellent, et nous sommes avec Loïc qui nous appelle de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité, Maître. Déjà, j'aimerais parler par rapport au monsieur que vous avez interviewé tout à l'heure, qui a eu des soucis par rapport à l'école, là. Oui, par rapport au masque et à son fils. Oui. Cette stupidité complètement hallucinante. J'aimerais rappeler aux gens en fait qui écoutent qu'en fait on est des êtres humains.
Et la différence entre les êtres humains et les robots, c'est notre capacité à remettre en question les ordres qui sont idiots. Donc dire c'est pas ma faute, j'obéis, ça je l'entends partout, tout le temps, c'est pas ma faute, on obéit, mais c'est complètement absurde. Obéir aux ordres absurdes, c'est au final, c'est les cautionner. Donc c'est notre devoir de dire stop à cette connerie, quoi. À toute cette mascarade. Et après, j'aurais 2 petites questions à poser, en fait. Oui, allez-y. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire justement au niveau du droit, par rapport, parce que je me rappelle d'une époque où on parlait des pubs mensongères. Et quand j'entends toutes ces pubs mensongères du gouvernement par rapport aux masques, les vaccins qui protègent, les femmes enceintes qui doivent se faire vacciner alors que c'est super dangereux. Il y a des études qui ont révélé que les femmes enceintes, c'était super dangereux de se faire vacciner, qu'on entend ça à la pub. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se retourner contre l'État de cette façon, de ce côté-là, avec les pubs mensongères, en fait. Intéressant, Maître Corraité, mais effectivement, le droit est une chose, évidemment, les pubs sont autre chose, mais est-ce que quand on a, par exemple, effectivement, tel ou tel avis claironné du matin au soir et du soir au matin, et que d'autres sont d'une autre avis, est-ce que le droit peut intervenir ou le droit n'intervient que par rapport à la loi? C'est une très intéressante question de Loïc, ça. Écoutez, oui, effectivement, mais le droit intervient que par rapport à la loi. C'est ça. Il n'y a pas d'obligation vaccinale en France, à l'exception justement des personnels soignants. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en conscience. Maintenant, pour la question de, c'est pas vraiment de la publicité, si vous voulez. La publicité, il y a un côté marketing derrière. Il y a effectivement comment dirais-je, une incitation qui est effectuée par le gouvernement, mais chacun est libre et reste libre de faire ce qu'il veut dans notre pays. Et c'est justement ce pourquoi nous, les avocats, en tout cas ceux qui sont avec moi dans ce sillon, nous nous battons. Voilà. Oui, mais alors, Maître Corraité, moi je vous pose une question. Vous dites effectivement, chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Effectivement, la vaccination n'est pas obligatoire. Mais vous avez vous-même, vous êtes battu contre le QR code et le pass sanitaire devenu pass vaccinal. Mais est-ce que ce n'était pas, même si ce n'est pas légal au point de vue strictement du droit, est-ce que ce n'était pas un cache-sexe ou un cache-misère de la vaccination? À partir du moment où, si je me vaccine pas, je ne peux pas aller dans tel ou tel endroit, et même quelquefois à l'hôpital, etc., etc., est-ce que ce n'est pas une manière légèrement détournée, mais si légèrement, de dire, écoutez, si vous ne vaccinez pas, tant pis pour vous? Bien entendu, tout le monde l'a bien compris et vous avez parfaitement raison. Maintenant, et c'est justement ce pourquoi nous sommes là, c'est de rappeler l'état du droit et de la jurisprudence. Le Conseil d'État avait dit concernant la question du pass sanitaire et ensuite du pass vaccinal que cet instrument avait pour but de lutter contre le Covid-19 et en aucun cas il ne devait être une incitation ou entraîner une obligation à la vaccination. Donc, mais dans les faits, effectivement, vous avez parfaitement raison. Quand on doit présenter un QR code ou quand on n'a pas la possibilité de prendre un verre en terrasse ou autre, et qu'on vous explique que si vous êtes vacciné, ça va mieux, de facto, c'est une incitation, une obligation indirecte déguisée, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Juste un mot, est-ce que ce que vous avez obtenu du Conseil d'État fait jurisprudence automatiquement par rapport au congé maladie? Oui, bien sûr. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Le Conseil d'État avait déjà rendu une décision similaire le 2 mars de cette année qui a ouvert la voie donc à la jurisprudence en la matière. Et nous nous sommes engouffrés pour l'ensemble des personnels soignants que nous avons vers cette jurisprudence. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Conseil d'État vient par cette décision de confirmer sa jurisprudence, c'est-à-dire que tous les soignants qui sont dans cette situation-là pourront bénéficier de cette jurisprudence du Conseil d'État qui annule des décisions de suspension pour les personnes en arrêt maladie ou en congé. Et Julie et John vont être alors automatiquement, est-ce que leur réintégration va être automatique ou pas? Alors, ce qui va se passer, c'est surtout la question de traitement. C'est-à-dire qu'ils vont directement, grâce à ces 2 victoires, bénéficier du rétablissement des versements de leur traitement. Et ça, c'est une bonne chose. Après, le combat doit continuer puisqu'il faudra saisir le tribunal administratif pour demander le versement des traitements dont ils n'ont pas eu le paiement précédemment. Donc, il y a des questions financières évidentes. Bien sûr. Et la réintégration, le problème, c'est que on en reste toujours à la question de la vaccination. C'est que la vaccination pour le personnel soignant demeure obligatoire. Donc, tant qu'ils sont en arrêt ou en arrêt maladie ou en congé,
il n'y a pas de difficulté, mais le jour où cela s'arrêtera, eh bien, ils seront logés à la même enseigne, si je puis dire, que les autres soignants, voilà, qui n'ont pas été vaccinés. D'accord. Augustin. Merci Loïc pour votre intervention. Nous sommes avec Claire qui nous appelle de Paris. Bonjour Claire. Oui, bonjour Claire. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Claire. Bonjour Maître. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. On vous écoute. Je souhaitais vous apporter mon témoignage puisque je suis personnel hospitalier, donc directement concerné par l'obligation vaccinale. Donc, ce que je voulais mettre au clair, c'est qu'on parle beaucoup des soignants, mais on oublie que c'est tout le personnel hospitalier qui est concerné par cette obligation. Moi, je suis agent administratif, je ne suis pas en contact avec les malades, jamais, je ne suis même pas dans le même bâtiment qu'eux, mais au même titre que les soignants, j'ai dû être vaccinée si je voulais conserver mon traitement. Ah oui. À l'hôpital, il y a tout un tas de corps de métier. Il y a des jardiniers, des cuisiniers, des plombiers. Ouais. Et bien tous, au même titre que les soignants, doivent se soumettre à l'obligation vaccinale. Tous. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça, et vous avez raison de rappeler que, oui, tout le personnel, quel qu'il soit, quelque pratique qu'il ait, oui, c'est ça. Voilà, en contact avec les malades ou pas. Et on nous a répondu que c'était par solidarité avec les personnels soignants. Voilà. Donc ensuite, une autre chose qui m'excède, donc je me suis fait vacciner, bien que ce soit contre ma volonté et donc par extorsion du consentement. Donc j'espère qu'il y aura des suites. Peut-être que je ne le verrai jamais, je ne sais pas, on verra. Et mais l'extrait que vous avez passé tout à l'heure de ce député, je crois, La République En Marche, qui parlait de ce manque de solidarité entre soignants, eh bien je crois qu'il n'était pas très loin de la vérité. Parce qu'effectivement, que ce soit pour certains collègues, que ce soit les syndicats, on n'a eu aucun soutien. Les personnes qui étaient contre le fait de se faire vacciner n'ont eu aucun soutien. Ah oui, c'est une information intéressante. C'est un peu facile de me dire, on me reproche d'avoir cédé à la vaccination. Mais il faut savoir que mon mari est pompier, donc soumis également à l'obligation vaccinale, que nous avons 4 enfants, dont 3 étudiants. Donc, que devrions-nous faire? Oui, non, mais bien sûr. S'arrêter de travailler, ne plus avoir de salaire, dire à nos enfants non, vous continuez pas vos études. Non, mais écoutez, vous posez, non mais Claire, vous posez un véritable problème. J'avoue que c'était passé un peu sous le manteau, mais vous, Maître Corritem, vous devez le savoir, qu'effectivement, tout le personnel des hôpitaux, même s'il n'a aucun contact avec les malades, doit se faire vacciner. Et oui, non, mais on comprend, ça c'est tout le problème. Je dois travailler, je dois nourrir ma famille, et ça c'est pas seulement obéir aux ordres, c'est effectivement une question d'économique et je dirais presque de survie. Maître Corritem, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est toujours le droit, c'est le droit pour tout le monde, c'est ça? La loi, c'est la loi pour tout le monde, oui. C'est l'exemple topique du zèle appliqué en la matière, poussé à l'absurde. C'est-à-dire que vous avez effectivement une loi qui impose la vaccination de tout le monde de façon totalement aveugle au sein de l'hôpital, que vous soyez technicien de surface à nettoyer un hangar ou un parking de l'hôpital sans avoir de contact avec les malades, effectivement, ce que dit cette dame, et elle a parfaitement raison, vous êtes soumis à l'obligation vaccinale. C'est complètement ridicule. On a l'impression d'un bulldozer qui écrase tout sur son passage sans même se rendre compte à quel point on a atteint un niveau de bêtise incommensurable. Parce qu'effectivement, il est tout à fait possible, même pour une personne qui n'a pas de contact avec les malades, ou même mettons, un infirmier ou une infirmière qui a un contact avec les malades, de le mettre dans un endroit de l'hôpital ou dans une position où il n'aura pas de contact. Et dans ces conditions-là, on aurait pu garder des gens très compétents qui n'étaient pas vaccinés. Mais au lieu de ça, on a fait du zèle à tous les niveaux. Et c'est exactement ce que décrit effectivement cette dame. Et pour terminer, si vous me le permettez, là où je suis parfaitement d'accord également avec ce que dit cette dame, c'est que elle vous dit on nous a laissé totalement de côté. Mais elle a parfaitement raison. C'est-à-dire que personne, les conseils que j'ai prodigués moi
en tant qu'avocat à mes clients, personne n'est allé les expliquer dans les médias, en fait. Personne n'a pu dire, voilà, quel est l'état de vos droits. Vous, personnel soignant, quels sont vos droits? Au lieu de ça, on a discuté du sexe des anges, si je puis dire, mais on n'est pas allé dans le vif du sujet, ce que les gens veulent entendre, c'est-à-dire quels sont leurs droits, tout simplement. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission, et c'est pour ça qu'on est avec vous, Maître Koraitem, et avec les auditeurs de Sud Radio, effectivement. Et qui continuent à nous appeler. De nous rappeler cela. Absolument. Et d'ailleurs, les témoignages en direct, c'est toujours très intéressant. 0826 300 300, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite en Champagne où Michel nous appelle. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour André Berkov. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre émission que je reçois par Internet parce que la Champagne n'est pas desservie. Oui. Et voilà, je vous félicite parce que votre émission qui donne la parole aux citoyens français, c'est quelque chose de formidable, contrairement aux consultations citoyennes référendaires qu'on nous annonce mais qu'on ne voit jamais. Enfin voilà, moi monsieur Berkov, je tiens à un petit témoignage tout personnel. Parce que je suis moi-même apnéiste. Je reviens sur le masque obligatoire. Je suis moi-même apnéiste depuis longtemps. Durant des années, j'ai souffert de maux de tête, surtout au lever le matin. Et pour cause, les apnées nocturnes faisaient que je manquais d'oxygène. Oui, apnée du sommeil, Voilà, si vous voulez, moi j'attribuais ça à des maux de cervical parce que le travail extérieur du vignoble faisait qu'on a chaud, on a froid, enfin bon. Et puis, bien grâce à mon épouse qui m'avait fait remarquer que j'arrêtais de respirer la nuit, enfin elle a pris peur, il a fallu que... J'ai donc été diagnostiqué, effectivement, un paquet d'apnées nocturnes faisait que immédiatement j'avais des maux de tête, surtout le matin. Donc si vous voulez, à un moment donné, quand j'ai été diagnostiqué, immédiatement, les maux de tête se sont arrêtés le matin, alors qu'il suffisait que je sorte un peu très vite dehors, me réoxygéner, les maux de tête disparaissaient. Enfin bon, si vous voulez, je veux donc apporter mon témoignage là-dessus, parce que porter le masque toute une journée, ça m'est arrivé d'ailleurs dernièrement, mes petits-fils avaient voulu que j'aille avec eux dans un parc d'attractions, pour ne rien cacher, en Allemagne, où on m'a forcé de porter le masque toute la journée. Il s'en est suivi que quand je suis revenu le soir à l'hôtel, les maux de tête à crever. J'ai pris 10-15 inspirations à la fenêtre de cet hôtel et mes maux de tête sont très vite passés. Donc, si vous voulez, je trouve ça complètement détestable parce que ça peut apporter des séquelles graves. Des malaises, des suites. Pour les enfants, à plus forte raison pour les enfants. Et je finirai en vous disant que le papa de ma femme, si vous voulez, qui était un sportif accompli, qui passionnait partout, il avait 75 ans, jamais malade, jamais rien. Ce brigand s'est acheté un jour, vous savez, ces masques intégrales que l'on met pour nager. Normalement, c'est fait pour faire des plongées en surface, si vous voulez. Et lui, ce brigand-là, il le mettait pour nager le crawl dans la mer. et puis, il y a de ça 3 ans, il est sorti de l'eau. Sa femme l'a vu arriver vers lui. Il s'est écroulé, mort sur elle. Voilà. Alors, il avait déjà des problèmes cardiaques et tout ça, je l'admets. Toujours est-il que, moi, le port du masque obligatoire, je pense qu'on est tout de même des Français raisonnables, et qu'on n'a pas besoin de nous obliger. Celui qui veut le porter, il le porte. Mais obliger les gens à porter le masque, c'est un crime. Alors, maintenant, heureusement, merci Michel de votre témoignage. Heureusement, maintenant, ça s'est arrêté, mais ça peut tout à fait reprendre. Juste, Maître Koraitem, est-ce que au fond... cette histoire, et encore une fois, ce n'est pas aux juristes que je m'adresse simplement, mais aux citoyens aussi que vous êtes. C'est vrai que cette histoire de masque a été quand même assez hallucinante quand on y repense. Pendant 3 mois, on disait ça ne sert strictement à rien parce qu'on n'en avait pas. Ensuite, attention, ce n'est pas le masque, ça ne va plus du tout. Ensuite, bon là, ça s'arrête. On ne sait pas si ça va reprendre avec la variole du singe et l'apnée du chimpanzé. Mais est-ce que au fond, et puis la polémique sur les enfants, est-ce qu'au fond, de ce point de vue-là, il n'y a pas quelque chose entre enfin, c'est un vieux problème entre la cité et le droit. C'est-à-dire qu'on nous donne des décrets, on nous donne tu vois, le gouvernement gouverne, d'accord, mais il y a quand même un problème qui est posé là, et qu'on a vu pour les soignants, comme vous dites vous-même.
Effectivement, cette histoire du masque, je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas si il est utile ou pas utile. Ouais. La seule chose que je peux constater, c'est que en l'état du droit à l'heure actuelle, c'est que le masque n'est plus obligatoire nulle part. Ce qui était un peu plus embêtant, c'est quand il était obligatoire pour les enfants dans les écoles. Ouais. Et j'avais été saisi, et je suis toujours saisi d'ailleurs, de collectifs de parents d'élèves ou de parents d'élèves qui sont concernés par cette situation, qui étaient très embêtés de voir leurs enfants porter un masque à longueur de journée, parce qu'il y a quelque chose qui est assez évident, quand vous portez un masque, vous respirez moins bien que quand vous n'en avez pas. Évident. Et comment dirais-je, le gain pour la lutte contre le Covid apporté par le masque, à ce jour, il n'est pas clairement défini. Et moi, je pense qu'il serait utile que l'on saisisse une juridiction administrative pour demander ce qu'une expertise soit effectuée sur l'intérêt du port de ce masque. Il y a un vrai audit, un vrai audit, un vrai audit. Ouais. Un vrai audit, un vrai débat judiciaire, juridique sur la question. Est-ce que effectivement, il y a un procès du masque, voilà. Ouais. Qu'on fasse le procès du masque et qu'on sache s'il faut le condamner ou s'il faut l'acquitter. Exactement. Très bonne idée. Augustin. Et Chantal, je ne sais pas si vous voulez faire le procès du masque, mais vous nous appelez de Prades. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Monsieur Bercos. Ah, mais vous nous appelez de la ville de Jean Castex? Mais tout à fait, Jean-Luc qui est jaloux. Bon, je plaisante. D'abord, il y a un truc de plaisanterie que je vais vous faire. J'ai un nouveau variant, c'est l'oreillon de la limace. Ah, très bien. C'est grave. Très bien. On va le faire chaque semaine. Alors, je dis aux auditeurs de Sud Radio, si vous avez quelques exemples de variants comme l'oreillon de la limace ou la cystite du crapaud, n'hésitez pas, envoyez-les-nous. Ah oui, c'est terrible, parce que nous, on est là, on va faire comme... Ah non, on va, vous savez, comme on annonçait chaque soir la liste des victimes, on va faire ça. Oui, voilà, Chantal, on vous écoute. Ça, je redeviens sérieuse, quoique. En d'autres temps, je faisais partie de Amnesty International. Oui. Et il est vrai que nous ne nous contentions pas, on n'arrêtait pas de dire, comme l'on fait maintenant, il faut faire ceci, il faut faire cela, on va faire des commissions, on sait absolument que ça ne rime strictement à rien, si ce n'est qu'à perdre du temps. Action, réaction. Nous inondions littéralement les États, les gens, de lettres, de petites missives, de rien du tout, parfois même pas timbrées. Et je vous assure que ça portait, comme pour Miguel Estrella, à vous ça vous parle, mais à d'autres non, sûrement. Oui. Le pianiste chilien, c'est ça? Exactement, à qui on avait brisé les doigts. Exact. Eh bien, puisque M. Macron nous a simplement dit que nous n'étions pas que ce n'était pas la solution pour les soignants, eh bien, moi personnellement, Chantal, j'envoie à l'Élysée, la solution, c'est eux. Moi, je ne suis pas soignante, je suis à la retraite. Hein. Eh bien, c'est ça, action-réaction. N'attendons pas infiniment des commissions, des ceci, des cela. Action-réaction, chaque jour n'a que 24 heures. Exact. Mobilisation citoyenne de tous les instants, à votre niveau, à votre quartier, à votre rue, etc. Inondons. Pas besoin de mettre les réseaux sociaux. Un timbre ou pas de timbre, voyons par la poste, et inondons l'Élysée. Au moins, il saura qui est la solution. Mais nous aurons enfin fait quelque chose. Eh bien, on ne sera pas dans l'attente que quelqu'un le fasse pour nous. Chantal, nous allons fonder l'association du tsunami des amis. Voilà. Ici, Radio Prades. Voilà, les Français parlent aux Français, c'est parfait. Exactement. Merci Chantal. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. Au revoir, maître. Merci à vous aussi. Et nous sommes avec Philippe qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Bercos, bonjour Maître. Bonjour Philippe. Oui. Alors j'ai entendu beaucoup de choses que je partage, donc je vais essayer d'être concis parce que en fait moi je vis la situation des soignants puisque ma conjointe est une ancienne soignante. Oui. Après 10 ans à s'occuper des vieux en long séjour, 10 ans en infirmière libérale, et ben on lui a demandé, on l'a obligée à se vacciner. Elle a tenu. Aujourd'hui, elle n'est pas vaccinée. Aujourd'hui, elle ne travaille plus. Donc aujourd'hui, on a fait le choix commun qu'elle ne se vaccine pas. Donc on a perdu les revenus. Donc je vous laisse imaginer, hein, infirmière libérale, quand on perd les revenus, ça fait un petit trou, bien forcément. Sûr, bien sûr. On a vécu le Covid en Guadeloupe.
Donc moi, j'aimerais rappeler plusieurs choses à ce député de La République En Marche, ils sont clairement hors sol, hein, ces gens-là. Déjà, le nombre de lits qu'ils ont fermés pendant la pandémie. Le fait qu'il ose dire aujourd'hui que les soignants non vaccinés mettaient en danger les personnes fragiles qui étaient en réanimation. Je voudrais quand même lui rappeler qu'au plus fort de la crise, ils ont rappelé des soignants qui étaient vaccinés mais qui étaient contaminés pour venir boucher les trous. Donc là, ça leur a pas posé de problème. Je suis obligé, hélas, nous arrivons en fin d'émission, mais j'aimerais que Tarek Koraitem, que Maître Koraitem, justement, par rapport à ce que vous décrivez, par rapport à votre compagne et ce qui se passe, c'est vrai que c'est une situation d'absurdité complète. Oui, effectivement, oui. Alors, mais à plusieurs niveaux, en fait. Il faudrait même préciser quel niveau, parce que à partir du moment où vous avez des personnes, encore une fois, qui sont compétentes, qui ont toutes les compétences requises pour soigner des gens, je pense que cette question de conscience sur le vaccin devrait prévaloir sur des décisions aveugles de mettre des gens sur le banc de touche. On a parlé des pompiers tout à l'heure, c'est la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en considération l'état de l'hôpital en France, la fermeture des lits, les urgences qui sont surchargées et réintégrer les soignants qui n'ont pas été vaccinés. La vaccination, c'est quelque chose de personnel, ça n'a rien à voir avec effectivement la contamination ou l'absence de contamination d'autres personnes. Moi, voilà ce que je peux dire. Merci Maître Koraitem et merci à vous tous. Et merci d'ailleurs pour cette bonne nouvelle que vous avez obtenue devant le Conseil d'État. Et puis, merci pour tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Tout de suite, Brigitte Lahaye. Demain, André Berkoff prend une courte pause et revient mardi prochain.